Un moyen bien simple. 8e conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Note sur le 8e conte. On se demande si le 8e et dernier conte n'est pas surajouté postérieur à la légende. Dans sa structure même, il est acceptable, mais le style n'est pas aussi riche que celui des contes précédents. En outre, l'aspect fiction en est trop marqué, la construction est trop habile et elle reprend avec trop de bonheur les thèmes déjà traités. Par contre, s'il est difficile de trouver le moindre fondement historique aux autres récits, dont le caractère légendaire est manifeste, il n'en est pas de même ici. Il est de notoriété publique que l'un des mondes fermés a précisément été fermé parce que c'est un monde de fourmis, et ce depuis des générations. On ne possède aucune preuve permettant d'affirmer que c'est sur le monde des fourmis que les chiens ont commencé à ériger le leur, mais rien non plus ne permet d'affirmer le contraire. Le fait qu'on n'ait encore découvert aucun monde qui puisse prétendre le monde originel semblerait indiquer que le monde des fourmis pourrait bien être celui qu'on appelait la Terre. S'il en est ainsi, on peut abandonner à jamais tout espoir de découvrir de nouvelles preuves quant à l'origine de la légende, car, si elles existent, c'est sans conteste sur ce monde premier. C'est là seulement qu'on pourrait espérer trouver la réponse au problème fondamental de l'existence réelle ou non de l'homme. Si le monde des fourmis est bien la Terre, alors la cité fermée de Genève et la maison du mont Webster sont à jamais perdues pour nous. Un moyen bien simple. Archie, le petit raton laveur renégat, était tapi sur le flanc de la colline, essayant d'attraper les choses minuscules qui se hâtaient dans l'herbe. Rufus, le robot d'Archie, s'efforçait de lui parler, mais Archie était trop occupé et ne répondait pas. Homer, lui, fit une chose qu'aucun chien n'avait faite avant lui. Traversant la rivière, il pénétra dans le camp des robots sauvages, non sans crainte d'ailleurs, car il ignorait quelle serait la réaction des robots en le voyant. Mais il était encore plus soucieux qu'effrayé, aussi continua-t-il son chemin. Au fond d'un refuge perdu, les fourmis rêvaient d'un monde qui dépassait leur entendement, et elles se hâtaient vers ce monde, pleines d'un dessein que ni chien, ni robot, ni homme ne pouvaient comprendre. À Genève, John Webster terminait sa 10 000e année d'animation suspendue et continuait son sommeil sans un mouvement. Dans la rue, une brise errante faisait bruire les feuilles sur les boulevards, mais personne n'était là pour entendre le murmure des feuilles, ni pour suivre leur course dans le vent. Jenkins descendit la colline sans regarder à gauche ni à droite, car il préférait ne pas voir certaines choses. Un arbre se dressait là où, dans un autre monde, un autre arbre se trouvait planté. Là s'étendait le terrain dont des millions de pas avaient imprimé l'image dans son cerveau 10 000 ans plus tôt. Et en prêtant l'oreille, on aurait pu entendre l'écho d'un rire retentir du fond des âges, le rire sardonique d'un nommé Joe. Archie attrapa une des petites choses qui trottaient dans l'herbe et la saisit dans sa patte qui se referma sur elle. Puis il souleva avec précaution sa patte et l'ouvrit. Il aperçut la petite créature qui courait dans tous les sens en cherchant à s'échapper. « Archie, dit Rufus, tu ne m'écoutes pas. » La petite créature affolée plongea dans le pelage d'Archie et remonta prestement le long de son membre antérieur. « C'était peut-être une puce ?» dit Archie. Il s'assit et se gratta le ventre. « Une nouvelle espèce de puce ?» dit-il, songeur. « Mais j'espère bien que non. » Il y avait déjà bien assez de puces ordinaires. « Tu ne m'écoutes pas » répéta Rufus. « Je suis occupé, dit Archie. L'herbe grouille de ces petites choses. Il faut que je trouve ce que c'est. »« Je te quitte, Archie. »« Quoi ?»« Je te quitte, dit Rufus. Je vais au building. »« Tu es fou » tonna Archie. « Tu ne peux pas me faire une chose pareille. Tu es très bizarre depuis que tu es tombé sur cette fourmilière. »« J'ai entendu l'appel, dit Rufus. Il faut que je parte. »« Ah, j'ai toujours été bon avec toi, plaida le raton laveur. Je ne t'ai jamais fait trop travailler. Tu as toujours été un copain pour moi plutôt qu'un robot.
Je t'ai toujours traité comme un animal. » Rufus secoua la tête d'un air buté. « Tu ne peux pas me faire rester, dit-il. Tu auras beau dire, je ne pourrai pas rester. J'ai entendu l'appel, et il faut que je parte. » « Ce n'est pas comme si je pouvais trouver un autre robot, » insista Archie. « Ils ont tiré mon numéro et je me suis enfui. Je suis un déserteur, tu le sais bien. Tu sais que je ne pourrais pas trouver d'autres robots avec les gardiens qui me surveillent. » Rufus restait muet. « J'ai besoin de toi, » lui dit Archie. « Il faut que tu restes pour m'aider à déterrer les vers. Je ne peux aller à aucun poste de ravitaillement, sinon les gardiens me mettront le grappin dessus pour m'envoyer au mont Webster. Il faut que tu m'aides à me creuser un terrier. Il n'aura pas la lumière ni le chauffage, mais il m'en faut un. Et il faut que... » Rufus avait tourné les talons et descendait la colline en se dirigeant vers le sentier qui longeait la rivière, vers la tache sombre, là-bas, à l'horizon. Archie s'assit, se recroquevillant contre la morsure du vent. La bise était plus froide qu'elle ne l'était une heure auparavant, et ce n'était pas seulement une question de température. Son regard fouilla le versant de la colline. Pas trace de Rufus. Rien à manger, pas de terrier, plus de robots. Les gardiens à ses trousses, et harcelés par les puces. Et le building qui faisait une tache sombre sur les collines d'en face, de l'autre côté de la rivière. 100 ans plus tôt, disait-on pourtant, le building n'était pas plus grand que la maison Webster. Mais il avait grandi depuis, et il n'était pas fini. D'abord, il avait couvert quelques centaines de mètres carrés, puis plusieurs hectares. Maintenant, il était aussi grand qu'une ville, et il continuait à se développer, à s'étendre et à monter plus haut dans le ciel. Cela faisait une tache parmi les collines, une tache dont la vue terrifiait les superstitieux habitants de la forêt, et dont le nom seul calmait aussitôt le petit chat, le lionceau, le jeune renard. Car il y avait quelque chose de mauvais dans le building, une présence mauvaise que les sens ordinaires ne pouvaient déceler, mais dont on avait l'intuition, et surtout, au cœur de la nuit, au moment où les lumières étaient éteintes, où le vent sifflait à l'orifice du terrier, et où les autres animaux dormaient, tandis qu'éveillés, l'oreille tendue, on écoutait la pulsation de l'autre résonner entre les mondes. Archie clignota dans le soleil automnal et se gratta furtivement le flanc. « Peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera un moyen de se débarrasser des puces, » se dit-il. « Un produit dont on s'enduira et qui les éloignera, ou une façon de les raisonner, de les toucher et de discuter avec elles. On pourrait peut-être installer une réserve où on les parquerait et où on les nourrirait sans qu'elles viennent incommoder les animaux. » Une solution. Enfin. Pour l'instant, on ne pouvait pas faire grand-chose. On se grattait, votre robot vous les ôtait, mais généralement, il enlevait plus de poils que de puces. On se roulait dans le sable ou dans la poussière. On allait prendre un bain et on en noyait quelques-uns. Enfin, non, on ne les noyait pas. On s'en débarrassait dans l'eau, et si d'aventure quelques-unes d'entre elles se noyaient, eh bien, c'était de la malchance, voilà tout. Votre robot vous les ôtait, mais maintenant, il n'avait plus de robot. Plus de robots pour lui chercher les puces. Plus de robots pour l'aider à trouver sa pâture. Archie se souvint qu'il y avait un bouquet de pruniers sauvages en bas dans la vallée. La gelée de la nuit dernière n'aurait sans doute pas épargné les fruits. À la pensée des prunes, il se lécha les babines. Et juste derrière la corniche, il y avait un champ de blé. Pour peu que l'on fût assez vif et qu'on choisît bien son moment, on pouvait sans difficulté voler un épi. Et en mettant les choses au pire, il restait toujours les racines, les glands et les raisins sauvages près du banc de sable. « Bah, se dit Archie, que Rufus aille où bon lui semble, que les chiens continuent à entretenir leur poste de ravitaillement, et que les gardiens s'amusent à surveiller si cela leur chante. » Lui vivrait à sa guise. Il se nourrirait de fruits, il déterrerait des racines, ferait des razzias dans les champs de blé, tout comme ses lointains ancêtres avaient mangé des fruits, déterré des racines, ravagé les champs. Il vivrait comme avaient vécu les autres ratons laveurs avant que les chiens viennent répandre leurs idées de fraternité animale, comme vivaient les animaux avant de pouvoir s'exprimer en mots, de pouvoir lire les livres fournis par les chiens, du temps qu'ils n'avaient pas de robots pour leur servir de main et que leur terrier n'avait pas encore la lumière ni le chauffage. Et avant qu'il n'existât une loterie pour décider si vous restiez sur Terre ou si vous alliez dans un autre monde. Les chiens s'étaient montrés très persuasifs, Archie s'en souvenait, très mielleux.
Il fallait, disait-il, que certains animaux s'en aillent dans d'autres mondes. Sinon, il y aurait trop d'animaux sur Terre. La Terre, disait-il, n'était pas assez vaste pour tout le monde. Et la loterie était le moyen le plus équitable qu'ils eussent trouvé pour décider qui s'en irait dans les autres mondes. Et d'ailleurs, disait-il, les autres mondes ressembleraient beaucoup à la Terre, car ce n'étaient que des extensions de la Terre. Ils suivaient les traces de la Terre. Ils ne lui étaient pas rigoureusement identiques, peut-être, mais en tout cas très voisins. Il y avait simplement ça et là une petite différence, minime, vraiment. Peut-être y avait-il un arbre à un endroit où, sur Terre, il n'y en avait pas, un chêne là où, sur Terre, il se trouvait un châtaignier, une source d'eau vive là où, sur Terre, il n'y en avait pas. Peut-être, lui avait dit Homer, devenant lyrique, peut-être le monde dans lequel on l'enverrait serait-il encore mieux que la Terre. Accroupi sur le versant de la colline, Archie sentait la tiédeur du soleil automnal percer le froid mordant du vent. Il pensa aux prunes, noires et sucrées. Elles seraient douces et charnues, et quelques-unes seraient tombées par terre. Il les mangerait, et puis il grimperait dans l'arbre pour en cueillir d'autres, et il redescendrait pour manger celles qu'il avait fait choir en grimpant. Il les mangerait, et s'en barbouillerait la figure. Du coin de l'œil, il aperçut les petites choses qui grouillaient dans l'herbe. On aurait dit des fourmis. Seulement, ce n'étaient pas des fourmis. Du moins, n'avait-il jamais vu de fourmis comme celle-là. C'était peut-être des puces, une nouvelle espèce de puce. Il allongea la patte et en saisit une. Il la sentit courir contre sa paume. Il ouvrit sa patte et la vit trotter. Il la porta à son oreille et écouta. La chose qu'il avait attrapée faisait tic-tac. Le camp de robots sauvages n'était pas du tout ce que Homer avait imaginé. Il n'y avait pas de bâtiment, mais des rampes de lancement et 3 astronefs, dont l'un sur lequel s'affairait une douzaine de robots. « Mais, à la réflexion, se dit Homer, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il n'y ait pas de construction dans un camp de robots, car les robots n'ont pas besoin d'abri, et les maisons ne servent à rien d'autre. » Homer avait peur, mais s'efforçait de ne rien montrer. Il releva la queue en panache, redressa la tête et les oreilles, et trotta sans hésitation vers le petit groupe de robots. Parvenu auprès d'eux, il s'assit, tira la langue, et attendit que l'un d'eux lui adresse la parole. Mais comme personne ne disait rien, il rassembla tout son courage et engagea la conversation. « Je m'appelle Homer, dit-il, et je représente les chiens. Si vous avez un robot-chef, je voudrais lui parler. » Les robots continuèrent leur travail pendant près d'1 minute, puis l'un d'eux finit par se retourner et vint s'asseoir auprès de Homer, si bien que sa tête était au même niveau que celle du chien. Les autres robots poursuivaient leur travail, comme si de rien n'était. « Je suis un robot du nom de Andrew, » dit le robot lorsqu'il fut tout près de Homer. « et je ne suis pas, comme tu dis, le robot-chef, car cela n'existe pas chez nous. Mais je peux te parler. »« Je suis venu vous voir au sujet du building, » dit Homer. « Sans doute, » dit le robot nommé Andrew. « Veux-tu parler de cet édifice qui est au nord-est de notre camp, celui qu'on voit là-bas, derrière nous ?»« C'est cela, » dit Homer. « Je suis venu vous demander pourquoi vous le construisiez. »« Mais ce n'est pas nous qui le construisons, » dit Andrew. « Nous avons vu des robots y travailler. »« Oui, quelques robots travaillent là-bas, mais ce n'est pas nous qui le construisons. »« Vous aidez quelqu'un alors ?» Andrew secoua la tête. « Certains d'entre nous reçoivent un appel qui les pousse à aller travailler là-bas. Nous n'essayons pas de les retenir car nous sommes tous libres. »« Mais qui construit ce building ?» demanda Homer. « Les fourmis, » dit Andrew. Homer demeura la gueule béante. « Les fourmis ? Vous voulez dire les insectes ? Les petites choses qui vivent dans les fourmilières ?»« Exactement, » dit Andrew. Il fit trotter ses doigts dans le sable pour imiter la marche des fourmis. « Mais elles seraient incapables de construire un édifice pareil !» protesta Homer. « Elles sont stupides. »« Plus maintenant, » dit Andrew. Homer demeura pétrifié et sentit un frisson de terreur le parcourir. « Plus maintenant, » répéta Andrew. « Elles ne sont plus stupides. Tu comprends, il était une fois un homme
du nom de Joe. Un homme? Qu'est-ce que c'est que ça? Interrompit Homer. Le robot eut un petit gloussement, comme s'il se moquait gentiment de Homer. Les hommes étaient des animaux, dit-il. des animaux qui marchaient sur deux pattes. Ils nous ressemblaient beaucoup, à ceci près qu'ils étaient de chair et que nous sommes de métal. Vous voulez sans doute parler des Websters, dit Homer. Nous connaissons ces créatures, mais nous les appelons des Websters. Le robot hocha lentement la tête. Oui, les Websters étaient peut-être des hommes. Il y avait une famille qui portait ce nom. Ils habitaient de l'autre côté de la rivière. Il existe un endroit qui s'appelle la maison Webster, dit Homer, sur le mont Webster. C'est là, dit Andrew. Nous l'entretenons, dit Homer. C'est un lieu sacré pour nous, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. C'est une tradition qui s'est perpétuée. Il faut entretenir la maison Webster. Ce sont les Websters, lui dit Andrew, qui ont appris aux chiens à parler. Personne ne nous a appris à parler, fit Homer sèchement. Nous avons appris tout seuls. Nous nous sommes développés au cours des âges et nous avons enseigné la parole aux autres animaux. Andrew, le robot, hochait la tête d'un air songeur. 10 000 ans, dit-il. Non, plus près de 12. Ou peut-être 11. Homer se taisait. Il sentait le poids des années qui pesaient sur les collines, les années qu'avaient connues le soleil et la rivière, et le sable, et le vent, et le ciel. Et Andrew aussi. « Vous êtes vieux, dit-il. Vous vous souvenez d'un temps si éloigné? Oui, dit Andrew. Je suis l'un des derniers robots de fabrication humaine. On m'a forgé quelques années avant leur départ pour Jupiter. Homer gardait le silence. 1000 pensées tumultueuses s'agitaient dans son cerveau. L'homme, un mot nouveau. Un animal qui marchait sur deux pattes. Un animal qui avait fabriqué les robots, appris aux chiens à parler. Et, comme s'il lisait dans la pensée de Homer, Andrew dit « Vous n'auriez pas dû vous tenir à l'écart. Nous aurions pu travailler ensemble. Nous l'avons fait jadis. Nous y aurions gagné les uns et les autres. » Nous avions peur de vous, dit Homer. J'ai encore peur de vous. Oui, dit Andrew. C'est bien ce que je pensais. Je suppose que c'est Jenkins qui vous a habitué à avoir peur de nous. Oh, il était malin, Jenkins. Il savait que vous deviez partir de zéro. Il savait que vous ne deviez pas traîner le souvenir de l'homme comme un boulet. Homer ne répondit rien. Et nous, dit le robot, nous ne sommes rien de plus que le souvenir de l'homme. Nous faisons ce qu'il faisait, mais plus scientifiquement, car, comme nous sommes des machines, nous sommes forcément scientifiques. Nous sommes plus patients aussi que l'homme, car nous avons l'éternité devant nous et lui n'avait que quelques années. Andrew traça 2 lignes sur le sable, puis 2 autres perpendiculaires aux 2 premières. Dans le carré inachevé en haut à gauche, il traça une croix. « Tu crois que je suis fou ?» dit-il. « Tu te figures que je dis n'importe quoi ?» Homer se tortilla sur le sable. « Je ne sais que penser, dit-il, après tant d'années. » Andrew traça du doigt un rond dans le carré central. « Je sais, dit-il. Toutes ces années, vous les avez vécues dans un rêve, avec l'idée que les chiens étaient les animateurs du bal. Et les faits sont difficiles à comprendre, difficiles à concilier avec cette croyance. Tu ferais peut-être aussi bien oublier ce que je t'ai dit. Les faits sont parfois pénibles. Le robot doit s'appuyer sur eux, car c'est la seule base de travail qu'il possède. Nous ne pouvons pas rêver, nous, tu sais. Nous n'avons que les faits. Voilà longtemps que nous avons dépassé le stade des faits, dit Homer. Non pas que nous les utilisions jamais, si, cela nous arrive, mais nous avons d'autres méthodes. Nous nous servons de notre intuition, des hors-là. Nous écoutons. Vous n'avez pas l'esprit mécanique, dit Andrew. Pour vous, 2 et 2 ne font pas toujours 4, mais pour nous, ils doivent toujours faire 4. Et je me demande parfois si la tradition ne nous aveugle pas. Je me demande quelquefois si 2 et 2 ne peuvent pas faire quelque chose d'un peu supérieur et d'un peu inférieur à 4. Ils se turent tous deux et leurs regards se tournèrent vers la rivière, dont le sillon argenté traversait la verdure. Andrew traça une croix dans le coin en haut à droite, un rond en haut au milieu
et une croix au centre en bas. Puis du dos de la main, il effaça tout. « Je ne gagne jamais, dit-il. Je suis trop fort pour moi. » Vous me parliez des fourmis, dit Homer. Vous me disiez qu'elles n'étaient plus stupides. Oh, oui, dit Andrew. Je te parlais d'un homme du nom de Joe. Jenkins marchait à grands pas sur la colline, sans regarder à droite ni à gauche, car il préférait ne pas voir certaines choses dont il gardait un souvenir trop vivace. Un arbre se dressait là où, dans un autre monde, se dressait un arbre d'une autre sorte. Là s'étendait le terrain dont des millions de pas avaient imprimé l'image dans son cerveau 10 000 ans plus tôt. Le pâle soleil hivernal vacilla dans le ciel comme la flamme d'une bougie dans le vent. Et quand la lumière redevint régulière, elle ne venait plus du soleil, mais de la lune. Jenkins se retourna soudain. La maison était là, basse et allongée sur le sommet de la colline, comme un jeune animal endormi, blotti contre le flanc maternel de la terre. Jenkins hésita, puis reprit sa marche, et son corps métallique se mit à étinceler au clair de lune, qui, un instant plus tôt, était la clarté du soleil. De la vallée de la rivière monta le cri d'un oiseau de nuit. Dans un champ de blé, juste derrière la corniche, un raton laveur pleurnichait. Jenkins fit un nouveau pas en avant, en souhaitant de toutes ses forces que la maison restât où elle était. Il savait pourtant bien que c'était impossible, puisqu'elle n'était pas là. Car le sommet de cette colline n'avait jamais vu de maison. C'était un autre monde dans lequel il n'existait pas de maison. La maison était toujours là, sombre et silencieuse. Il ne sortait aucune fumée de la cheminée, on ne voyait pas de lumière aux fenêtres, mais ses contours demeuraient parfaitement reconnaissables. Jenkins avançait lentement, à pas prudents. Il avait peur que la maison ne disparût. Mais la maison resta là, et ce n'était pas tout. L'arbre qu'il y avait dans le coin aurait dû être un orme. Et maintenant c'était un chêne, comme avant. Et au ciel brillait la lune d'automne, et non plus le soleil d'hiver. La brise soufflait de l'ouest, et non plus du nord. « Il est arrivé quelque chose, » se dit Jenkins. « Cette chose que je sentais croître en moi, que je ne comprenais pas. Est-ce une faculté nouvelle qui se développe? Un sens nouveau qui voit enfin le jour? Ou bien un pouvoir que je n'aurais jamais rêvé avoir? La faculté de passer à volonté d'un monde à l'autre, d'aller à mon gré par le chemin le plus court que le jeu des circonstances et des lignes de force peut tracer pour moi. » Il avança d'un pas plus assuré et la maison demeura là, solide et sans peur. Il traversa le patio envahi par l'herbe et s'arrêta devant la porte. Il leva une main hésitante, la posa sur la poignée. La poignée était bien là. Ce n'était pas un fantôme de poignée, mais un corps dur et métallique. Il la manœuvra lentement, la porte s'ouvrit et il franchit le seuil. Au bout de 5000 ans, Jenkins rentrait à la maison Webster. Ainsi donc, il existait un homme du nom de Joe. Pas un Webster, un homme. Car un Webster était la même chose qu'un homme, et les chiens n'avaient pas été les premiers. Homer était allongé devant le feu, masse détendue de poils, de chair et d'os, les pattes devant lui, et la tête posée sur les pattes. À travers ses paupières mi-closes, il voyait le feu et les ombres dansantes. Il sentait la chaleur des bûches pénétrer sa fourrure. Mais, dans son esprit, il gardait la vision du robot accroupi sur le sable et des collines sur lesquelles pesaient les ans. Andrew s'était accroupi sur le sable et il avait parlé, tandis que le soleil automnal faisait briller ses épaules. Il avait parlé des hommes et des chiens et des fourmis. Il avait parlé de quelque chose qui s'était produit du vivant de Nathanaël, et il y avait bien longtemps de cela, puisque Nathanaël était le premier chien. Il y avait eu un homme du nom de Joe, un mutant, un surhomme, qui s'était intéressé aux fourmis 12 000 ans auparavant, qui s'était demandé pourquoi elles étaient allées si loin pour s'arrêter à un point qu'elles n'avaient jamais dépassé, pourquoi elles étaient engagées dans cette impasse. Peut-être était-ce à cause de la faim, s'était dit Joe, le besoin constant de se procurer de la nourriture, ou à cause de l'hibernation peut-être, à cause de la stagnation du sommeil hivernal qui rompait l'enchaînement de la mémoire
et qui obligeait les fourmis à repartir chaque année de zéro. Aussi, disait Andrew, dont le crâne métallique étincelait au soleil, Joe avait-il choisi une petite fourmilière et s'était-il fixé la mission de jouer le dieu des fourmis, de changer le cours de leur destinée. Il leur avait donné à manger pour leur éviter le souci de trouver de la nourriture. Il avait enfermé leur habitation à l'intérieur d'un dôme de plexiglas et il l'avait chauffée pour qu'elle n'ait pas à hiberner. Et cela avait réussi. Les fourmis avaient progressé. Elles avaient fabriqué de minuscules chariots, fait fondre les minerais. De cela, on était sûr, parce que les chariots se voyaient et qu'on sentait l'odeur âcre du métal en fusion sortir des cheminées qui hérissaient la fourmilière. Mais ce qu'elles pouvaient faire d'autre, ce qu'elles apprenaient au fond de leur tunnel, nul ne pouvait le savoir. Joe était fou, disait Andrew, complètement fou, et pourtant peut-être pas si fou que cela, car un jour il avait brisé le dôme de verre et labouré la fourmilière d'un coup de talon, puis il s'en était allé sans plus se soucier de ce qu'il advenait des fourmis. Mais les fourmis, elles, s'en souciaient. La main qui avait brisé le dôme, le pied qui avait anéanti la fourmilière, avait mis les fourmis sur le chemin de la grandeur. Il les avait forcées à combattre pour sauvegarder ce qu'elles avaient, pour empêcher le destin de les enfermer à nouveau dans une impasse. Un véritable coup de pied aux fesses, disait Andrew, une de ces taloges qui vous remettent dans le droit chemin. 12 000 ans plus tôt, c'était une fourmilière anéantie par un coup de pied, et aujourd'hui, c'était devenu une puissante construction qui se développait chaque année. Un building qui, en l'espace d'un siècle, avait pris les proportions d'une ville, qui, d'ici 100 ans, couvrirait l'étendue de 100 villes, qui croîtrait et s'emparerait de la terre, laquelle n'appartenait pas aux fourmis, mais aux animaux. Un building. Et bien qu'on lui eût dès le début donné ce nom, ce n'était pas tout à fait cela. Car un building, un immeuble, c'était un abri, un endroit où l'on trouvait refuge contre le froid et la tempête. Or, les fourmis n'avaient pas besoin de cela, puisqu'elles avaient leur souterrain et leur fourmilière. Qu'est-ce qui pouvait pousser une fourmi à bâtir un édifice qui, en 100 ans, avait pris les proportions d'une ville et qui continuait à se développer? À quoi un tel édifice pouvait-il lui servir? Homer enfouit son museau entre ses pattes et émit un sourd grognement. On ne pouvait pas le concevoir, car il aurait d'abord fallu savoir ce que pensait une fourmi, connaître ses ambitions, ses buts, sonder ses connaissances. 12 000 ans de connaissances, 12 000 ans depuis un point de départ déjà inconnaissable. Mais il fallait pourtant savoir, il devait bien y avoir un moyen, car chaque année, le building continuerait de croître. Il couvrirait des kilomètres, puis des dizaines, des centaines de kilomètres, toute la surface du monde. On pouvait se retirer. Eh oui, songea Homer. Nous pourrions émigrer sur l'un de ces autres mondes qui nous suivent dans le cours du temps, sur l'un de ces mondes qui marchent sur les talons les uns des autres. Nous pourrions laisser la terre aux fourmis, et il resterait encore de la place pour nous. Mais c'est notre patrie ici. C'est ici que viennent les chiens. C'est ici que nous avons appris à parler aux autres animaux, à penser, à agir de conserve. C'est ici que nous avons créé la fraternité animale. Car peu importe qui est venu le premier, le Webster ou le chien, nous sommes chez nous ici. Chez nous, comme le Webster est chez lui, comme les fourmis aussi sont chez elles. Et nous devons arrêter les fourmis. Il doit y avoir un moyen de les arrêter. On doit pouvoir leur parler, trouver ce qu'elles veulent. Raisonner avec elle, trouver un terrain d'entente. Homer, allongé, immobile devant le foyer, écoutait les bruits de la maison, le doux piétinement des robots au travail, le bavardage assourdi des chiens dans les étages, le pétillement des flammes qui rongeaient les bûches. C'est une bonne vie, songea-t-il. Et nous nous imaginions que c'était nous qui nous l'étions faite. Mais Andrew dit que non. Il dit que nous n'avons pas ajouté un iota aux connaissances mécaniques et logiques que nous avons héritées. Et que, au contraire, nous avons beaucoup perdu. Il m'a parlé de chimie et a essayé de m'expliquer ce que c'était, mais je n'ai rien compris. Il m'a dit qu'il s'agissait de l'étude des éléments et des choses qui s'appellent les molécules et les atomes, et l'électronique. Mais il a reconnu que malgré notre ignorance de l'électronique, nous réussissions mieux certaines choses que l'homme qui l'utilisait. Nous aurions pu étudier l'électronique pendant 1 million d'années, m'a-t-il dit, sans parvenir dans ces autres mondes, sans même en deviner l'existence.
Et pourtant, nous y sommes parvenus. Nous avons réussi quelque chose qu'un Webster n'a jamais pu réussir, parce que nous ne pensons pas comme les Webster. Non, c'est vrai, on dit l'homme, pas le Webster. Et nos robots? Nos robots ne valent pas mieux que ce que nous a laissé l'homme, une infime modification par-ci, par-là, mais pas de véritable perfectionnement. Qui aurait jamais pu rêver de robots plus perfectionnés, d'un plus bel épi de blé, oui, ou d'un plus beau châtaignier, ou d'un plant de riz sauvage qui donnerait davantage de grains, d'un meilleur procédé de préparation de la levure qui remplace la viande. Mais d'un robot perfectionné, pourquoi donc? Puisqu'un robot fait tout ce que nous pouvons souhaiter, pourquoi le perfectionner? Et pourtant, les robots reçoivent un appel et s'en vont travailler au building, aider à construire une chose qui va nous chasser de la Terre. Nous ne comprenons pas, c'est évident. Nous comprendrions si nous connaissions mieux nos robots. Nous pourrions alors nous arranger pour que les robots ne reçoivent pas l'appel ou que, même s'ils le recevaient, ils n'en tiennent pas compte. Et ce serait cela la solution, naturellement. Si les robots ne travaillaient pas pour les fourmis, il n'y aurait pas de building, car, sans l'aide des robots, les fourmis ne pourraient pas continuer. Une puce passa sur le front de Homer, et son oreille se crispa. « Bien sûr, se dit-il. Andrew pourrait se tromper. Nous avons bien notre légende sur la naissance de la fraternité animale, et les robots sauvages la leur sur la chute de l'homme. Et qui peut dire laquelle de ces légendes reflète la vérité? Seulement, l'histoire de Andrew se tient. Il y avait autrefois des chiens et des robots, et au moment de la chute de l'homme, chacun est allé de son côté. Mais nous avons gardé certains robots pour nous servir de main. Un certain nombre de robots sont restés avec nous, mais aucun chien n'est resté avec les robots. » Une mouche attardée dans l'automne déboucha en bourdonnant et fut stupéfaite à la vue du feu. Elle vint se poser sur la truffe de Homer. Il la foudroya du regard, mais elle se contenta de se frotter insolemment les ailes. Homer lui donna un coup de patte et elle s'envola. On frappa à la porte. Homer sursauta et leva la tête. « Entrez !» dit-il enfin. C'était le robot Ézéchiel. « Ils viennent d'arrêter Archie, » dit Ézéchiel. « Archie ?»« Oui, Archie, le raton laveur. »« Ah oui !» dit Homer. « Celui qui s'était enfui. »« Il est ici, » dit Ézéchiel. « Vous voulez le voir ?»« Faites-le entrer, » dit Homer. Ézéchiel fit un signe du doigt et Archie entra à petits pas, des teignes collées à son pelage et il avait la queue pendante. 2 robots gardiens l'encadraient. « Il a essayé de voler du blé, » dit un des gardiens. « et nous l'avons repéré, mais nous avons dû le poursuivre longtemps. » Homer s'assit d'un air songeur et fixa Archie qui le regarda droit dans les yeux. « Il ne m'aurait jamais rattrapé si j'avais encore eu Rufus, » dit Archie. « Rufus était mon robot, il m'aurait prévenu. »« Et où est Rufus maintenant ?»« Il a reçu l'appel aujourd'hui, » dit Archie. « et m'a quitté pour aller au building. »« Dis-moi, » demanda Homer. N'est-il rien arrivé à Rufus avant son départ? Rien d'extraordinaire? » « Rien, » lui dit Archie. « Sinon qu'il est tombé sur une fourmilière. Il était très maladroit. Il passait son temps à se prendre les pieds dans une chose ou dans une autre et à tomber. Ses mouvements étaient mal coordonnés, sans doute un boulon mal vissé quelque part. » Un petit corps noir sauta du nez de Archie et se mit à courir sur le plancher. D'un coup de patte, Archie attrapa la chose. « Vous feriez mieux de reculer, » dit Ézéchiel à Homer. « Il grouille de puce. »« Ce n'est pas une puce, » dit Archie furieux. « C'est autre chose. J'ai attrapé ça cet après-midi. Ça fait tic-tac et ça ressemble à une fourmi, mais ce n'en est pas une. » La chose en question se faufila entre les griffes de Archie, dégringola par terre et se mit à détaler. Archie donna un coup de patte, mais la manqua. La chose atteignit Ézéchiel et commença à grimper sur sa jambe. Homer se leva d'un bond. « Vite !» cria-t-il. « Attrapez-la! Attrapez-la! Ne la laissez pas !» Mais la chose avait disparu. Homer se rassit lentement. Il parlait d'une voix calme maintenant presque éteinte. « Garde, dit-il. Emmenez Ézéchiel. Ne le quittez pas. Ne le laissez pas s'éloigner. Signalez-moi tous ses faits et gestes. » Ézéchiel recula. « Mais je n'ai rien fait. »« Non, » fit Homer doucement. « Non, tu n'as encore rien fait. Mais cela ne tardera pas. Tu vas recevoir l'appel et chercher à nous abandonner pour rejoindre le building. Et avant de te laisser partir, nous découvrirons ce qui t'a poussé, ce que c'est, comment cela agit. »
Homer se tourna, un sourire aux babines. « Et maintenant, Archie ?» Il y avait une fenêtre ouverte, et plus de Archie. Homer s'agita sur son lit de foin, un vague grognement au fond de la gorge. « Je vieillis, songea-t-il. Trop d'années pèsent sur moi comme sur les collines. Autrefois, au moindre bruit, j'aurais été debout, aboyant à perdre haleine pour alerter les robots. » On frappa de nouveau et Homer se leva d'un pas chancelant. « Entrez !» cria-t-il. « Assez de vacarme, entrez !» La porte s'ouvrit et un robot apparut. Mais un robot plus grand que tous ceux que Homer avait jamais vus. Un robot étincelant, énorme et massif, dont le corps poli luisait doucement dans l'ombre. Sur l'épaule du robot était perché Archie, le raton laveur. « Je suis Jenkins, » dit le robot. « Je suis revenu ce soir. » Homer avala sa salive et s'assit très lentement. « Jenkins, » dit-il. « Oui, il y a des histoires, une légende. Tout ça est très, très ancien. »« Seulement une légende ?» demanda Jenkins. « Oui, » dit Homer. « La légende d'un robot qui s'est occupé de nous. Mais Andrew parlait de Jenkins cet après-midi, comme s'il l'avait connu. Et on raconte aussi que les chiens vous ont donné un corps tout neuf comme cadeau d'anniversaire, pour vos 7000 ans. Un corps magnifique qui... » Sa voix s'éteignit, car le corps du robot qui venait d'arriver avec le raton laveur perché sur son épaule, ce corps étincelant, ne pouvait être que le fameux cadeau d'anniversaire. « Et la maison Webster ?» demanda Jenkins. « Vous entretenez toujours la maison Webster ?»« Nous l'entretenons toujours, » dit Homer. « C'est un devoir. »« Et les Websters ?»« Il n'y a plus de Websters. » Jenkins acquiesça. Il savait qu'il n'y avait plus de Websters. Les détecteurs de son appareil sensoriel n'avaient pas perçu la moindre vibration de Websters. Aucune des créatures avec lesquelles il était entré en contact ne pensait aux Websters. Et c'était bien ainsi. Il traversa la pièce, se déplaçant, malgré sa masse, d'un pas souple de félin. Et Homer sentit la bonté, la chaleur de la créature de métal, et l'impression de sécurité et de force immense qui se dégageait de sa puissante enveloppe. Jenkins vint s'accroupir auprès de lui. « Tu as des ennuis ?» dit Jenkins. Homer le dévisagea. « Archie m'a raconté » dit Jenkins. « Il m'a dit que tu avais des ennuis avec les fourmis. »« Je suis allé me cacher dans la maison Webster, » dit Archie. « J'avais peur qu'on ne me poursuive encore, et je me suis dit que la maison Webster... »« Tais-toi, Archie, » lui dit Jenkins. « Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu me l'as dit toi-même. Tu m'as seulement dit que les chiens avaient des ennuis avec les fourmis. » Il se tourna vers Homer. « Je suppose que ce sont les fourmis de Joe, » dit-il. « Ah, vous aussi vous connaissez Joe, » dit Homer. « Il y avait donc un homme du nom de Joe. »« Oui, un empoisonneur, mais bien gentil parfois. Il avait des idées diaboliques. »« Elles sont en train de construire, » dit Homer. « Elles font travailler les robots pour elles, et elles bâtissent un immense building. »« Naturellement, » dit Jenkins. « C'est bien leur droit. » « Mais elles construisent beaucoup trop vite, elles vont nous chasser de la Terre. Si elles continuent à construire à ce rythme-là, dans 1000 ans, elles auront occupé toute la surface de la Terre. »« Et vous ne savez pas où aller? C'est ça qui vous tracasse? »« Si, nous savons où aller. Ce n'est pas la place qui manque. Il y a tous les autres mondes, les mondes des Horla. » Jenkins hocha la tête d'un air grave. « J'ai été dans un monde de Horla, le premier monde après celui-ci. J'y avais emmené quelques Webster voilà 5000 ans et je viens de rentrer. Je sais bien ce que tu ressens. On n'est chez soi dans aucun autre monde. À chaque instant presque de ces 5000 ans, j'ai brûlé l'envie de revoir la Terre. Je suis revenu à la maison Webster et j'y ai trouvé Archie. Il m'a parlé des fourmis et voilà pourquoi je suis venu ici. J'espère que tu ne m'en veux pas. »« Nous sommes heureux que tu sois venu, » dit Homer gentiment. « Ces fourmis, » dit Jenkins. « Je suppose que vous voulez les arrêter. » Homer acquiesça sans rien dire. « Il y a un moyen, » dit Jenkins. « Je sais que les Websters avaient un moyen, si seulement je pouvais m'en souvenir. Mais il y a si longtemps de cela, et c'est un moyen bien simple, je le sais. Un moyen extrêmement simple. » Il se passa la main de droite à gauche sur son menton. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Archie. « Hein ?»
Vous vous frottez le menton. Pourquoi faire? Jenkins baissa la main. Oh, c'est une vieille habitude, Archie. Un geste de Webster. Il faisait ça quand il réfléchissait. C'est d'eux que j'ai pris cette manie. Et ça vous aide à penser? Ma foi, peut-être. Peut-être pas. Cela avait l'air d'aider les Websters. Voyons, que feraient les Websters dans un cas comme celui-ci? Ils pourraient nous aider. Je suis sûr qu'ils pourraient... Les Websters qui sont dans le monde des Horla? Dit Homer. Jenkins secoua la tête. Il n'y a plus de Websters là-bas. Mais vous disiez que vous les y avez emmenés. Je sais. Voilà plus de 4000 ans que j'étais seul dans le monde des Horla. Alors, il n'y a plus de Webster nulle part. Les autres sont partis pour Jupiter. C'est Andrew qui me l'a dit. Jenkins, où est Jupiter? Si, il en reste, dit Jenkins. Je veux dire qu'il reste quelques Websters. Ou qu'il en restait à Genève. Oh, ce ne sera pas facile, dit Homer. Même pour un Webster, ces fourmis sont rusées. Archie vous a parlé de la puce qu'il a trouvée? Ce n'était pas une puce, dit Archie. Oui, il m'en a parlé, dit Jenkins. Il m'a dit qu'elle était montée sur Ézéchiel. Pas sûr, dit Homer. Dans Ézéchiel. Ce n'était pas une puce. C'était un robot minuscule. Il a creusé un trou dans le crâne d'Ézéchiel et pénétré dans son cerveau. Et il a refermé le trou derrière lui. Et que fait Ézéchiel maintenant? Rien, dit Homer. Mais nous sommes bien sûrs de ce qu'il va faire dès que le robot fourmi sera intervenu. Il va recevoir l'appel. Il s'en ira travailler au building. Jenkins hocha la tête. Eh oui, dit-il. Comme elles ne sont pas capables de faire un travail de cette ampleur toutes seules, elles recrutent de la main-d'œuvre par tous les moyens. Il se passa la main sur le menton. Je me demande si Joe savait, murmura-t-il. Quand il jouait au dieu des fourmis, je me demande s'il savait. Mais c'était ridicule. Joe n'aurait pas pu savoir. Même un mutant comme Joe n'aurait pas pu prévoir ce qui se passerait 12 000 ans plus tard. Il y a si longtemps, se dit Jenkins, il est arrivé tant de choses. Bruce Webster commençait juste ses expériences sur les chiens. Il venait à peine d'ébaucher son rêve de chien parlant et pensant qu'il descendrait le chemin du destin, la patte dans la main de l'homme. Ignorant que quelques siècles plus tard, l'homme se disperserait aux quatre vents de l'éternité et laisserait la terre aux robots et aux chiens. Ignorant que le nom même de l'homme allait disparaître sous la poussière des ans et que l'on finirait par désigner la race humaine sous le nom d'une seule famille. Et pourtant, songea Jenkins, si l'on devait choisir une famille, c'était bien les Websters. Je me souviens d'eux comme si c'était hier. En ce temps-là, je me considérais comme un Webster, moi aussi. Dieu sait que j'ai fait tout ce que je pouvais. Quand les hommes sont partis, je suis resté avec les chiens. Et comme les derniers survivants de cette race humaine insensée étaient trop encombrants, j'ai fini par les entraîner dans un autre monde pour laisser le champ libre aux chiens, pour que les chiens puissent façonner la terre à leur idée. Et maintenant, ces derniers survivants eux-mêmes sont partis. Partis quelque part, je ne sais où. Si seulement je le savais. Ils se sont enfuis dans quelques rêves de l'esprit humain, et ceux qui sont sur Jupiter ne sont même plus des hommes, mais quelque chose d'autre. Et Genève est fermée, coupée du monde. Ce ne peut pourtant pas être plus loin ni plus coupé du monde que l'univers dont je viens. Si seulement je pouvais savoir comment j'ai fait le trajet de retour depuis le monde Horla jusqu'à la maison Webster, alors peut-être parviendrais-je à entrer en contact avec Genève. Une nouvelle faculté, se dit-il. C'est cela. Une nouvelle faculté s'est développée en moi, sans que je m'en rende compte. Quelque chose que tous les chiens, peut-être, pourraient posséder, s'ils savaient. Mais peut-être est-ce mon corps qui m'a permis cela. Ce corps dont les chiens m'ont fait cadeau pour mon 7e anniversaire. Un corps qui en fait plus qu'un corps de chair n'a jamais fait. Un corps capable de savoir ce que pense un ours, à quoi rêve un renard, capable de percevoir ce qu'éprouvent les joyeuses petites souris dans l'herbe. C'est comme l'accomplissement d'un souhait. C'est la réponse à ces besoins étranges, irrationnels qu'on a des choses qui arrivent rarement et qui même, presque toujours, ne peuvent pas être, mais qui en fait sont toutes possibles, pourvu que l'on sache, pourvu que l'on puisse développer ou greffer sur soi cette nouvelle faculté qui amène le corps et l'esprit à exaucer un souhait. Tous les jours,
Je me promenais sur la colline, je m'en souviens. Je me promenais là parce que je ne pouvais pas m'éloigner. Si forte était ma nostalgie. Et je faisais effort pour ne pas regarder de trop près, car je ne voulais pas voir certaines différences. Je me suis bien promené là 1 million de fois, et il a fallu tout ce temps pour que je trouve en moi une force assez grande pour me ramener. Car j'étais prisonnier, le mot, la pensée, le concept qui m'avait fait passer dans le monde hors-là. C'était un billet simple, pas un aller-retour. Mais il existait une autre méthode que j'ignorais, que j'ignore même encore. Vous disiez qu'il existait une méthode, insista Homer. Hein? Oui, une méthode pour arrêter les fourmis. Jenkins acquiesça. Je vais tâcher de la retrouver. Je vais partir pour Genève. John Webster s'éveilla. Voilà, Songea-t-il. qui est étrange, car j'avais dit pour l'éternité. Je devais dormir éternellement, et l'éternité n'a pas de fin. Tout le reste était perdu dans la brume et dans l'oubli grisâtre du sommeil. Seule cette pensée était parfaitement claire. Il avait demandé l'éternité, et ceci n'était pas l'éternité. Un mot résonna dans son esprit, comme si l'on heurtait à une porte, très loin. Il prêta l'oreille, et le mot devint 2 mots qui formaient son nom. John Webster. John Webster. Inlassablement, 2 mots qui résonnaient à la porte de son cerveau. John Webster. John Webster. Oui, Dit le cerveau de John Webster, et les mots cessèrent de retentir. Ce fut le silence et les brumes de l'oubli peu à peu se dissipèrent. Lentement, la mémoire lui revint, un souvenir à la fois. Il y avait une cité, et cette cité avait pour nom Genève. Des hommes y vivaient qui n'avaient pas de but dans l'existence. Les chiens vivaient hors de la cité, dans le vaste monde qui s'étendait hors des limites de la cité. Les chiens avaient un but et un rêve. Sarah avait gravi les pentes de la colline pour venir rêver un siècle, et moi, se dit John Webster. je suis venu demander l'éternité, et ceci n'est pas l'éternité. John Webster. Ici Jenkins. Oui, Jenkins, Dit Webster, mais sans le dire vraiment, sans se servir de ses lèvres, de sa langue, de sa gorge, car il sentait toujours le fluide qui enveloppait son corps à l'intérieur du cylindre, le fluide qui le nourrissait et l'empêchait de se déshydrater. Et ce fluide scellait ses lèvres, ses oreilles et ses yeux. oui, Jenkins, Dit Webster en pensée. je me souviens de vous. Je me souviens maintenant. Vous avez toujours été au service de la famille. Vous nous avez aidés à élever les chiens. Vous êtes restés avec eux quand notre famille a disparu. Je suis toujours avec eux. Dit Jenkins. J'avais demandé l'éternité. Dit Webster. J'ai fermé la cité et j'ai demandé l'éternité. Nous n'avons jamais bien compris Lui dit Jenkins. pourquoi vous aviez fermé la cité. À cause des chiens. Dit la pensée de Webster. Il fallait donner leur chance aux chiens. L'homme aurait tout gâché. Les chiens s'en tirent très bien. Dit Jenkins. Mais la cité est ouverte maintenant. Non, elle est toujours fermée. Mais vous êtes ici. Oui, mais je suis le seul à connaître le chemin. Et personne d'autre ne viendra. Pas d'ici bien longtemps, en tout cas. Le temps. Dit Webster. J'avais oublié le temps. Combien de temps s'est-il écoulé, Jenkins? Depuis que vous avez fermé la cité 10 000 ans environ. Et il reste des hommes? Oui, mais ils dorment. Et les robots? Les robots continuent à monter la garde? Les robots continuent à monter la garde. Une grande paix descendit sur Webster. La cité était toujours fermée et les derniers des hommes dormaient. Les chiens s'en tiraient très bien et les robots montaient toujours la garde. Vous n'auriez pas dû m'éveiller. Dit-il. Vous auriez dû me laisser dormir. J'avais besoin d'un renseignement. Il s'agit d'une chose très simple que j'ai su autrefois, mais que j'ai oubliée. Très simple et pourtant terriblement importante. Quelle chose, Jenkins? Demanda Webster amusé. C'est à propos des fourmis. Dit Jenkins. Les fourmis gênaient les hommes. Que faisaient-ils pour s'en débarrasser? Mais nous les empoisonnions, voyons.
dit Webster. Vous les empoisonniez? Fit Jenkins stupéfait. Oui, dit Webster. oh, c'était bien simple. Nous utilisions un sirop de sucre pour les attirer, et nous y mélangions du poison, un poison mortel pour les fourmis. Mais nous n'en mettions pas une dose suffisante pour les tuer sur le champ. C'était un poison lent, vous comprenez, si bien qu'elles avaient le temps de le transmettre aux autres dans la fourmilière. Comme cela, nous en tuions un grand nombre, et pas seulement 2 ou 3. Les vibrations du silence emplirent la tête de Webster. Le silence que ne troublent ni les mots ni les pensées. « Jenkins, dit-il. Jenkins, êtes-vous... » Oui, John Webster. Je suis là. C'est tout ce que vous vouliez savoir? C'est tout. Je peux reprendre mon sommeil alors? Oui, John Webster. Rendormez-vous. Au sommet de la colline, Jenkins sentit le premier souffle annonciateur du vent d'hiver. En bas, la rivière était bordée de la ligne grise et noire des troncs dépouillés de feuilles. Au nord-est, se dressait la forme menaçante de ce qu'on appelait le building, cette chose qui avait pris naissance dans l'esprit des fourmis, qui se développait sans cesse vers une fin que seule une fourmi pouvait deviner. Mais il y avait un moyen de régler le problème des fourmis, le moyen des hommes. John Webster le lui avait révélé après 10 000 ans de sommeil. C'était simple, radical, brutal, mais efficace. On prenait du sirop de sucre, les fourmis aimaient beaucoup ça. On y mélangeait du poison, un poison lent qui mettait du temps à agir. Le moyen bien simple du poison, se dit Jenkins. Si simple. Seulement, il fallait utiliser la chimie, et les chiens ignoraient tout de la chimie. Seulement, il fallait tuer, et le meurtre était banni. On ne tuait même pas les puces, et les chiens en étaient pourtant harcelés, même pas les fourmis, et les fourmis pourtant menaçaient de déposséder les animaux du monde qu'ils considéraient comme le leur. On n'avait pas tué depuis plus de 5000 ans. On avait arraché des esprits la notion même de meurtre. Et c'est mieux ainsi, se dit Jenkins. Mieux vaut perdre un monde que de revenir au meurtre. Il tourna lentement et se mit à descendre la colline. Homer va être déçu, songea-t-il. Terriblement déçu en apprenant que les Webster ne savaient pas comment lutter contre les fourmis. C'était un moyen bien simple. 8e et dernier conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak, traduit de l'américain par Jean Rosenthal. Lecture par Hayden Cosmo. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.